Attaque de Solhan dans le Sahel. Des organisations de la société civile tiendront une marche de protestation et d'interpellation le 12 juin prochain. Ces organisations ont appelé les populations à se joindre au mouvement lors d'une conférence de presse. On en parle tout de suite. Et puis, suivi de la transition au Mali, la CEDEAO n'exclut plus d'accompagner la transition malienne. La nomination de Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre et la promesse du respect du calendrier électoral ont été appréciées par la CEDEAO. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Plus d'une centaine de morts et une quarantaine de blessés. L'attaque de Solhan dans le Sahel passe extrêmement lourd et inacceptable pour les responsables d'organisations de la société civile de Dori. Elles ont décidé de protester pour interpeller les autorités sur la situation au Sahel. C'est la date du 12 juin prochain qui a été retenue pour cette marche et les populations sont invitées à ce rassemblement pour porter haut et fort le message d'un besoin de sécurité au Sahel. Michael Tougri de retour de Dori. Des visages qui traduisent la consternation et la douleur suite à la barbarie de Solhan. De plus en plus, la peur s'installe et le danger de plus en plus proche. À travers cette rencontre, ces responsables d'organisations de la société civile de Dori ont exprimé leur ras-le-bol. Pour les responsables du comité, il faut sauver le Sahel burkinabé en proie à des attaques et des tueries quasi quotidiennes. Ce qui s'est passé en tant que maire, c'est vraiment désolant et décevant. Donc voilà, nous avons pris des engagements. Nous attendons vraiment que nos fils et nos filles soient sécurisés en toute sécurité. Nous attendons que vraiment le gouvernement prenne des actions concrètes pour pouvoir nous sécuriser. Parce que malgré le couvre-feu, nous souffrons. Il y a tellement de difficultés. Il y a des vols, il y a des viols. Mais nous attendons vraiment que le gouvernement, en tout cas, prenne une décision définitive pour sauver le Sahel. Cette attaque de Solhan est mal digérée par les populations. Pour cette population, c'est une attaque de trop dans le Sahel. Il faut donc changer de fusil d'épaule dans la lutte contre les groupes armés. Et cela passe par plusieurs actions, dont une marche de protestation et d'interpellation le 12 juin. Objectif, interpeller le gouvernement sur la gravité de la dégradation de la sécurité dans le Sahel. Aujourd'hui, nous avons décidé clairement et catégoriquement d'organiser une marche, ça veut dire une journée de protestation. Et nous allons mobiliser les populations pour que, ensemble, nous puissions montrer au chef de l'État et à l'exécutif burkinabé que nous sommes dans la souffrance la plus totale dans cette région du Burkina. Nous voulons aussi rencontrer le président du Faso, mais non pas à Kossiam. Nous allons demander au président du Faso et à l'ensemble de personnes qui sont concernées par la situation de venir au Sahel ici et de nous expliquer, et nous allons nous expliquer avec ces personnes. Il est inacceptable que nous soyons des citoyens de ce pays et que des gens qui ont simplement des armes puissent nous trouver dans nos lits, puissent nous trouver dans nos concessions pour effectivement nous abattre de façon froide sans que l'État burkinabé ne réagisse, parce que la responsabilité de l'État burkinabé aujourd'hui est engagée dans ce drame. 5 jours après l'attaque terroriste de Solhan, aucune revendication des groupes armés. Le bilan établi par le gouvernement est de 147 personnes tuées. Selon des sources locales, 200 personnes auraient trouvé la mort dans l'attaque la plus meurtrière au Burkina Faso. L'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASELC, peine encore à construire les bases de son fonctionnement, faute d'adoption et de signature des décrets qui doivent soutenir ce fonctionnement. C'est ce qui ressort de la déclaration du président du conseil d'orientation sortant de l'institution. C'était à l'occasion de l'ouverture de la première session de l'année 2021 du conseil d'orientation de l'ASELC. Fatima Tenkima. Réunie en sa première session de l'année 2021, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, l'ASELC, a dressé le bilan de ses activités. Une session qui marque également la fin du mandat du conseil d'orientation. Occasion est donc donnée aux membres de l'institution d'asseoir un nouveau bureau et d'accueillir 3 nouveaux membres. Et c'est la première session à l'occasion de laquelle on examine les activités qui ont été réalisées l'année passée, c'est-à-dire en 2020. Et le contrôleur général d'État va faire son rapport d'activité et le conseil d'orientation va apprécier.
Il s'agira également de voir sur le plan financier, budgétaire notamment, quelle a été l'année 2020, comment ça s'est déroulé, est-ce que sur le plan financier tout s'est bien passé, etc. La question du fonctionnement de l'ASE-LC était également à l'ordre du jour. Selon le président de l'institution, des projets de décret portant sur le fonctionnement de l'ASE-LC a été soumis au Conseil des ministres en 2019. À ce jour, toujours selon lui, ce sont 7 projets de décret qui ont été adoptés et seulement 3 signés. Donc ça veut dire que l'ASE-LC, pour fonctionner de manière efficiente, tout en ayant tous les instruments juridiques de son fonctionnement, ne les a pas pour l'instant. Donc, on peut dire que ce qui se fait actuellement, c'est vraiment au forceps. C'est-à-dire que la SLC travaille, fonctionne réellement, mais elle aurait pu faire beaucoup plus si on lui avait donné les moyens suffisants pour le faire. Lors de cette session, l'ASE-LC s'est penchée sur la question des effondrements d'infrastructures scolaires. Selon elle, les causes sont à rechercher dans les actes de corruption qui ont entaché le processus de réalisation de ces infrastructures. Après 9 mois de cours, l'heure est aux vacances au complexe scolaire Beuro-Biga de Samba dans la province du Passoré, région du Nord. Le fondateur Paul Sondo, ancien directeur de la police nationale, a organisé une journée d'excellence pour marquer la fin des activités scolaires. Cette journée a servi de cadre aux promoteurs pour faire le bilan de l'année et évaluer la performance des élèves qui constituent d'ailleurs la toute première promotion de cet établissement. Maxime Jean-Eudes Bambara, images et commentaires. Complexe scolaire Sainte-Famille Beuro-Biga dans la commune de Samba, province du Passoré. Le fondateur Paul Sondo et l'équipe administrative sont accueillis ce matin par des chants. Soyez les bienvenus ici à Beuro-Biga. Ce sont les vacances pour ces élèves de la classe du 6e. Mais avant, il faut faire le bilan de l'année de cette première promotion et récompenser les élèves les plus méritants. Tout commence par cette rencontre d'échange avec les élèves. À ceux qui ont travaillé pour être aujourd'hui parmi les meilleurs, alors eux aussi, ils doivent maintenir le cap. Moi, j'espère que vous allez me donner l'honneur que les filles qui sont ici là, personne ne va piquer une grossesse entre la 6e et la 3e. Les filles, est-ce que vous me promettez ça? Vous me promettez ça? Avec un taux de réussite estimé à 84%, le bilan est satisfaisant aussi bien pour le corps professoral que pour le promoteur de cet établissement. C'est juste pour avoir effectivement un débriefing de l'année scolaire par eux, et parce que c'est quand même la première promotion, et avoir un peu l'état d'esprit, savoir exactement quelles sont les insuffisances qu'on a pu constater et quelles sont également les forces que nous avons pu engranger, surtout le conseil d'administration, afin de déjà les dresser pour efficacement les accompagner. En plus des 5 premiers qui se sont distingués par leurs résultats intellectuels, plus d'une vingtaine d'élèves ont également reçu des fournitures scolaires. Il s'agit notamment des premiers dans chaque matière et les élèves dits écolos qui auront pris soin des plans à eux confiés. Un point d'honneur est également mis sur la discipline dans cette école avec le prix de l'élève exemplaire. Chaque structure a ses objectifs bien spécifiques et une fois que le comportement de l'élève ne rentre pas dans le cadre de ses objectifs, nous le réorientons parce que le travail n'est pas seulement intellectuel. Nous voulons former des hommes qui soient bien dans la société. C'est le tout de l'homme qui fait l'homme. Et si aujourd'hui vous devrez évoluer dans l'indiscipline en contaminant le reste des autres, le reste des camarades, moi, vous pensez véritablement d'ici la 3e, on se retrouvera en tout cas dans un Far West. Et c'est pour cela que nous avons décidé, c'est vrai que nous invitons les enfants à bien travailler, mais en tout cas, le travail sans la discipline, à mon avis, vous n'avez pas votre place dans notre établissement. Le meilleur parent d'élèves a également été récompensé à cette cérémonie d'excellence. Une manière pour les premiers responsables de l'établissement d'inciter les parents d'élèves à s'impliquer dans l'éducation et l'instruction de leurs enfants. Une philosophie bien appréciée par le chef Naba Sanem de Samba.
Depuis l'inauguration de l'école, les populations sont heureuses. Nous apprécions tous. Hommes, femmes, enfants, tous sont heureux. On n'imaginait pas un jour avoir une école de ce genre dans notre localité. Grâce à Dieu, c'est aujourd'hui le cas. Nous rendons grâce et nous prions qu'il leur donne la force de faire encore plus. Sur un effectif total de 55 élèves pionniers de cet établissement, 44 sont admis en classe de 5e. 6 vont redoubler, parmi lesquels certains seront réorientés pour faire d'indiscipline. Pour les années à venir, les premiers responsables entendent instaurer les cours en informatique. Et pour le fondateur, les maîtres mots qui valent au complexe scolaire Sainte-Famille Béoubiga sont discipline, travail et succès. Nos enfants croquent l'assurance. Ce concours initié par Coris Assurance pour son 10e anniversaire a connu son épilogue le vendredi 4 juin dernier à Ouagadougou. Esther Gloria Koulibaly est celle qui a convaincu le jury avec son dessin. Les détails de la cérémonie de remise des prix dans ce reportage signé Fatima Tenkima. Une assurance rente éducation d'une valeur de 1 200 000 francs CFA, un kit scolaire d'une valeur de 5 000 francs CFA, et une attestation. C'est la cagnotte de Esther Gloria Koulibaly, élève en classe de CM1 à l'école Tampuy A. Elle est la gagnante du concours de dessin dénommé « Nos enfants croquent l'assurance » organisé par Coris Assurance. Mais avant, elle a bénéficié d'une formation sur le thème de l'assurance comme 19 autres élèves. J'ai appris que quand tu es assuré, tu peux faire beaucoup de choses. Exemple, si tu as une voiture et tu es assuré, tu as fait un accident un jour. Si tu avais prévu faire quelque chose avec l'argent et tu as pris ça et réparer la voiture, tu peux venir auprès de l'assurance où tu t'es assuré pour pouvoir récupérer cet argent. C'est un concours qui entre dans le cadre des activités marquant la célébration des 10 ans d'existence de Coris Assurance. Une occasion pour l'entreprise également de rappeler l'importance de l'assurance pour les citoyens. Nous avons fait un constat que l'assurance n'est pas une matière assez connue, assez facilement accessible par tous, et cela aussi en lien avec la culture. Donc c'est une science, c'est une matière donc, qui n'est pas en général connue par l'ensemble des Burkinabés. Et nous avons voulu jouer notre part en commençant, en initiant déjà les enfants à cette science-là, qui pourtant, au-delà du fait que c'est une matière spécifique qui relève du domaine de l'économie nationale, est également une nécessité. Nos enfants croquent l'assurance a regroupé 20 élèves de 10 écoles relevant de la SEB Ouaga 2, tous des élèves en classe de CM1. Après la formation du 19 mai dernier, ces élèves ont eu une semaine de préparation avant la compétition. Rappelons qu'en plus des attestations, le 2e et le 3e lauréat ont aussi reçu respectivement des kits scolaires d'une valeur de 75 000 francs CFA et de 50 000 francs CFA. Commémoration le 7 juin dernier de la journée africaine des frontières à Léo dans la Sicile. Cette journée présidée par le ministre de l'administration territoriale se veut un cadre pour sensibiliser les populations frontalières à la nécessité du vivre ensemble pacifique et à la solidarité. Reportage Joseph Yao et Maxime Jean-Yves Bambara. La coopération transfrontalière, quelle contribution dans la gestion des crises sécuritaires et sanitaires dans les espaces frontaliers? C'est sous ce thème qu'a été célébrée au Burkina Faso la journée africaine des frontières. Une manière pour les autorités nationales d'exprimer leur volonté à faire de la coopération transfrontalière un outil de renforcement des relations de bon voisinage. Ce thème est d'actualité au regard du contexte national, sous-régional et international marqué par divers maux. Je citerai ici la montée de la radicalisation, de l'extrémisme violent et du terrorisme, criminalité transfrontalière, les conflits communautaires, recrudescence des trafics divers auxquels s'ajoute la maladie du coronavirus. Pour le ministre de l'administration territoriale, la commémoration de cette journée est une occasion pour sensibiliser, sinon interpeller les populations frontalières sur l'importance de la cohabitation pacifique et de la solidarité. Aussi, les États devront travailler à éviter que les espaces frontaliers deviennent des zones de confort pour les malfaiteurs et les frontières un obstacle à la mise en œuvre réussie des politiques publiques. Donc aujourd'hui, il faut que nous puissions changer les paradigmes
aller beaucoup plus vers cette intégration politique, intégration économique, intégration socio-culturelle, intégration dans tous les domaines, renforcer la libre circulation, faire en sorte donc que la frontière ne soit plus une barrière, mais qu'au contraire, les peuples puissent profiter des opportunités qu'offre donc le fait de pouvoir circuler dans plusieurs pays. Institué par les chefs d'État et gouvernements africains en 2001 à Addis Abeba, en Éthiopie, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Frontières de l'Union africaine, la journée des frontières est célébrée chaque 7 juin. Elle se veut un tremplin pour magnifier les frontières africaines en tant que passerelle d'intégration au bénéfice des États et des populations. Le 4 juin dernier, à Bobo-Dioulasso, la Loterie nationale burkinabé Lonabé a procédé au tirage au sort des candidats ayant postulé pour l'ouverture des clubs PMUB. Un tirage au sort qui a été effectué en présence d'un huissier de justice et de façon simultanée avec le tirage des postulants de la région de l'Essa. Plus de précisions avec notre correspondant à Bobo-Dioulasso, Joseph Koudgo. La Loterie nationale burkinabé veut étendre son réseau. À l'occasion, un appel à la candidature a été lancé dans les différentes localités choisies pour l'attribution de nouveaux clubs PMUB. La direction régionale de l'Ouest a procédé à une opération de tirage au sort des candidats retenus dans la zone Ouest en présence d'un huissier de justice. Ça a été fait dans la transparence totale. Alors, c'est pour dire que désormais, personne ne peut se plaindre de qui a eu un club et puis de qui n'a pas eu. Parce qu'on fait tout dans la transparence, avec des témoins, et tout ce qui a été fait comme travail a été suivi bout à bout par un huissier de justice, et ça s'est terminé aujourd'hui par un tirage qui est aussi validé par le huissier de justice. La suite, c'est qu'ils vont leur demander de venir compléter leur dossier avec d'autres fonds d'éléments qu'on va vérifier. Et si tout est bon, notamment, je disais tout à l'heure, le casier judiciaire, le certificat de nationalité et aussi la force de pouvoir compléter, payer en totalité les cautions. Vous savez qu'il y a des zones où la caution fait 4 millions, il y a des zones où la caution fait 2 millions. Ben, si quelqu'un est défaillant au bout d'une période donnée, si on l'attend et puis il ne vient pas, nous voulons avancer, on fait appel à quelqu'un d'autre. Les candidats retenus par ce tirage ne doivent pas vite crier victoire. Les résultats proclamés par l'huissier de justice seront validés sous contrôle approfondi. Nous avons fait un travail préalable avec l'équipe de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Nous avons procédé au tirage tout en vérifiant les dossiers que la Lonabé a reçus. Donc pour nous, nous pensons que le tirage a été fait dans la légalité, avec réserve bien sûr. Il a été dit dans le communiqué de la Lonabé qu'il y aura encore un contrôle. Quand bien même il y a eu contrôle à 3 niveaux, il a dit qu'il y aura un contrôle. On ne sait jamais. Je ne sais pas si peut-être qu'il y aura des gens qui vont venir se plaindre pour que nous puissions ressortir les demandes que nous avons reçues. On fait appel toujours au premier. Si le premier de la liste d'attente est défaillant, on fait appel au deuxième. Voilà. Ce tirage au sort public de la zone Ouest, faut-il le rappeler, s'est déroulé en présence de quelques candidats. Un tirage qui s'est passé simultanément avec celui de la zone Est. Touchés de plein fouet par les crises sécuritaires et sanitaires, les secteurs de la culture et du tourisme peinent à relancer leurs activités. Les acteurs de ces secteurs bénéficient d'une session d'information sur les opportunités de financement depuis hier. Cette rencontre initiée par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme va permettre aux acteurs de ces secteurs d'avoir des renseignements sur les possibilités de financement offertes par les établissements de crédit public et privé. Sanata Siri. Dans le cadre de sa stratégie de promotion du secteur de la culture et du tourisme, le gouvernement burkinabé a procédé à la mise en place des fonds nationaux pour financer les initiatives des acteurs privés de la culture et du tourisme. Cependant, ces mécanismes de financement qui visent à contribuer à la résilience des entreprises culturelles et touristiques face à la crise sécuritaire et sanitaire restent méconnus des acteurs. D'où la tenue de cette session d'information sur les opportunités de financement initiées par leur ministère de tutelle. Vous savez que le secteur du tourisme, c'est le secteur qui est le plus touché, en tout cas en cette période de Covid-19, et surtout dans notre contexte de terrorisme. Donc il se trouve que c'est des acteurs qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est pour cela
que le ministère a estimé qu'il était nécessaire qu'on puisse leur donner des sessions de formation afin de les permettre d'être en contact avec le privé pour des financements. Mais ici, ils vont recevoir des formations. Vous avez vu dans le programme qu'il y a beaucoup de sociétés privées, des structures financières qui sont là, qui vont leur donner des opportunités, comment ils peuvent avoir des prêts pour pouvoir développer leurs activités. Il s'agit au cours de cette session d'information d'outiller ces acteurs sur les mécanismes de financement et partager avec eux les différentes opportunités qui existent. L'initiative a été saluée à sa juste valeur par les acteurs. Vous savez que dans l'administration ou dans la vie économique, il y a le public qui régule et il y a le privé qui est chargé donc d'amasser des richesses, de créer des emplois. Alors donc créer un séminaire, donner l'occasion à des acteurs de venir découvrir ce que les institutions financières peuvent leur donner comme porte de sortie après une crise comme la Covid, nous trouvons que c'est salutaire. Parce que ces institutions sont sur place, mais souvent l'information de leur existence manque aux acteurs qui sont dans le besoin pour pouvoir travailler. Dans un pays où il y a eu la maladie et le terrorisme, il faut travailler à faire renaître l'espoir et à faire revenir les touristes au Burkina Faso. Donc il faut forcément des fonds pour pouvoir entreprendre et avancer. Cet atelier qui se déroule du 8 au 9 juin à Ouagadougou marque le début d'une série de sessions d'information dans les autres villes du Burkina Faso. Les participants sont entre autres des hôteliers, des restaurateurs, des acteurs culturels ainsi que des représentants des structures publiques et privées de financement. Au Mali, la nomination de Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre et la promesse du respect du calendrier électoral sont appréciées par la CEDEAO. En visite au Mali hier, le médiateur de la CEDEAO, Jonathan Goodluck, a déclaré que la CEDEAO n'exclut plus d'accompagner la transition malienne. On l'écoute au micro de Bourema Soulo, notre correspondant au Mali. Because we are regular visitors here since the crisis started last year. Nous sommes des visiteurs réguliers maintenant. Et vous savez qu'il y a un dernier sommet qui a été tenu à Accra dernièrement. Et les chefs d'État ont pris des décisions. Et nous pensons que d'ici là, maintenant, nous pouvons aller vers les élections. Le président de transition a été inauguré hier. Le Premier ministre aussi a été nommé. Et nous sommes venus donc prendre attache avec les deux pour voir comment conduire la transition jusqu'à la fin et tenir les élections en février pour avoir un président au mois de mars. Nous pensons que donc d'ici là, on n'aura plus de problème. En fait, nous sommes venus pour discuter avec les deux institutions qui sont là aujourd'hui. Le président, qui est aujourd'hui, et qui était le député, le vice-président avant. Puisqu'on a un nouveau Premier ministre, nous sommes venus voir maintenant comment discuter avec eux pour que le programme de transition qui a été mis en place ne sera pas changé d'ici les élections qui doivent être tenues au mois de février. Et aussi pour encourager les partenaires au développement, les partenaires du Mali, pour soutenir le Mali vers la transition, pour qu'on ait après, d'ici le mois de février, on va avoir les élections et puis inaugurer un nouveau président. En fait, le fait n'est pas nouveau, mais les militaires avaient été déjà d'accord pour avoir un Premier ministre civil. Cette fois-ci aussi, ils ont nommé un Premier ministre civil et nous pensons qu'il n'y aura pas de conflit entre les deux et que la transition ira jusqu'au bout. This time around, I believe there will be no conflict. They will be able to work together. Choguel Kokala Maïga confirmé donc au poste de Premier ministre de la transition, promesse tenue par le président Assimi Goïta. Le décret de nomination a d'ailleurs été publié lundi passé. À retenir que Choguel Kokala Maïga entamera dans les prochains jours des consultations en vue de former rapidement un gouvernement pour rectifier la transition. Le nouveau Premier ministre était président du comité stratégique du mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP et président du parti MPR, Mouvement patriotique pour le renouveau. Bremaslo. Choguel Kokala Maïga, de son vrai nom, Soabou Issoufi Suleiman, est né en 1958 à Tabanko, dans le cercle d'Ansongo. Il est le président du mouvement patriotique pour le renouveau, l'héritier du parti unique du général Moussa Traoré. Jusqu'à sa nomination, Choguel assurait la présidence du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5-RFP, le mouvement à la base de la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Nous allons donc nous battre pour la rectification de la transition. Et nous sommes heureux de constater aujourd'hui le ralliement de l'essentiel des forces vives de la nation, y compris
certaines forces qui n'étaient pas forcément d'accord avec le M5 autour du fait qu'il faut nécessairement rectifier la transition. Plusieurs fois ministre entre 2002 et 2008, le nouveau locataire de la primature est présenté comme un fin stratège. Il est l'un des vétérans de la politique malienne. L'union sacrée est désormais le créneau du nouveau Premier ministre. Et ce qu'il propose aux Maliens aujourd'hui, qui rejoint la position du M5-RFP, c'est l'union de toutes les forces patriotiques pour sauver le Mali. C'est l'union sacrée de tous les Maliens pour reconstruire notre pays. Et c'est pourquoi le M5-RFP doit savoir qu'à partir de cet instant, il a une responsabilité plus grande encore qu'hier. À travers cette nomination, en qualité de Premier ministre du Mali, il s'agit pour Choguel Kokala Maïga de relever plusieurs défis, dont la sécurité, la gestion du front social, la bonne gouvernance, l'organisation des élections crédibles, l'unité et la cohésion sociale au Mali. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir honoré ce 3e rendez-vous de mi-journée de la semaine. À demain pour notre tour de l'actualité. D'ici là, prenez toujours soin de vous et de votre entourage.